Tu veux qu'on ferme la Oui, porte? ferme la porte, Ouais. ça va être plus tranquille pour nous. Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça. Donc, est-ce que je lis le texte en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à la réunion de financier 2016. Avant de débuter, pourriez-vous me confirmer que vous êtes l'équipe B? Oui. Parfait. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide de carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes avec nous. Je vais activer le chronomètre lorsque vous commencerez. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Premièrement, bonjour, monsieur monsieur Alain. Donc, on est très content de vous présenter, d'être ici devant vous aujourd'hui. On a travaillé avec l'équipe très fort sur la planification le futur de votre carrière ainsi que de votre retraite. On est très content de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues Naomi Francoeur-Vallière ainsi que Vincent Lamarche, moi-même Maxime Rose. Donc, si on passe en revue la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, donc on va commencer par redéfinir un peu votre profil d'investisseur. On va parler de l'incorporation qui est un enjeu très important pour vous et votre carrière. On va ensuite parler un peu de retraite, des autres considérations qu'on avait à prendre dans votre situation. Ainsi, on va terminer avec la conclusion. Donc, au niveau du profil, nous avons observé que vous êtes un cardiologue renommé de 42 ans. Ça vous donne beaucoup de temps pour encore pratiquer. Vous désirez prendre votre retraite vers l'âge de 65 ans. Donc, on peut voir des revenus très intéressants au niveau des revenus nets de 300 000 $. Puis, ces revenus-là sont appelés à croître de manière assez drastique au courant des prochaines années à cause des nouvelles conventions, puis des nouveaux honoraires que vous allez avoir droit. Donc, vous avez adopté un fils en 2006 avec votre conjoint, M. Richard. Donc, au niveau du profil du client, on remarque une certaine disparité au niveau des revenus du couple. Donc, au niveau du profil d'investisseur maintenant, vous êtes en phase de consolidation. C'est sûr que vous ne désirez pas assumer un trop grand risque. Nous avons observé une tolérance au risque relativement faible à moyen. C'est totalement normal à votre âge. Compte tenu que vous êtes un médecin aussi, c'est normal que vous vous intéressez un peu moins à la finance. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour vous conseiller à faire des décisions optimales. Donc, au niveau de la retraite, on trouve la retraite d'environ 65 ans, excusez-moi. On y va avec une politique de placement que vous avez déjà de 60-40. On va la changer à 60-40, mais à l'envers, donc 60% actions, 40% obligations. Nous avons trouvé que c'était la pondération optimale compte tenu de votre tolérance au risque. Donc, nous avons changé aussi au niveau, on a décidé les 10 premières années, la phase de 52 à 65 ans, puis la phase de 65 à votre décès. Donc, on y va pour 60-40, c'est une pondération qu'on estime optimale. La règle du pouce qui est de 100 moins l'âge, ça donne environ cette pondération-là, donc on est très satisfait de ça. Une pondération qui réduit graduellement de 50, 52 ans à 65 ans. Puis aussi, on remarque qu'on est bien diversifié avec un fonds d'immobilier avec des actions au Canada, des actions aux États-Unis, puis des fonds obligataires au Canada et aux États-Unis pour se donner le plus gros exposure, si je peux me donner, au marché global. Puis, à partir de 65 ans, nous allons réduire votre exposition au risque car votre horizon de placement diminue, donc vous avez besoin de plus de capital. Donc, on estime cette pondération optimale. Donc, si on se penchait maintenant sur l'incorporation, on le sait depuis quelques années au Québec, l'incorporation pour les médecins, c'est quelque chose d'assez important. C'est un sujet qui est assez récurrent. Donc, d'un point de vue fiscal, l'incorporation pour un médecin, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ça va être un outil qui va être utilisé pour venir réduire la charge fiscale. Donc, la chose qu'on va observer qui va se faire, c'est qu'on va prendre l'activité d'opération de médecin. Donc, on va l'incorporer dans une compagnie qui, elle, va bénéficier d'un taux d'imposition qui est beaucoup plus bas que le taux des particuliers, ce qui va déjà être avantageux au point de vue fiscal. La deuxième chose qui va être vraiment intéressante, c'est le fait que
en s'incorporant, on peut créer une fiducie dans laquelle on va placer les revenus et les profits non utilisés dans l'année à des fins de dividendes ou autres. On va placer dans la fiducie qui, elle, va transférer ces profits-là dans une société de placement qui va vous permettre d'accumuler du capital pour la retraite. Donc, en plus de tout ça, c'est que ça permet aussi d'avoir un fractionnement de revenus. Donc, vous pouvez verser des dividendes à votre époux et à vos enfants majeurs. Donc, on sait que ce n'est pas encore le cas, mais par contre, avec Gabriel qui grandit rapidement, on parle dans 5 ou 6 ans qu'on peut déjà commencer à lui faire des contributions, étant donné que, on sait qu'à 18 ans, les revenus des enfants sont beaucoup plus bas, ce qui va permettre une braquette d'imposition beaucoup plus faible, qui est très, très intéressant pour vous. Donc, c'est ça. On remplace, dans le fond, le salaire par des dividendes, qui permet en plus d'avoir des avantages fiscaux par rapport aux dividendes qui sont moins imposés qu'un salaire normal. Donc, c'est encore des choses sur lesquelles on gagne, et qui nous permettent de sauver l'impôt. Pour faire ça, ça nous prend 3 personnes. Donc, on a besoin d'un CPA, donc un comptable professionnel agréé, d'un notaire et d'un planificateur financier qu'on est représenté aujourd'hui. Donc, avec ces 3 personnes-là, on va constituer les fiducies. Avec le CPA, on va nous aider à trouver l'allocation fiscale optimale. Puis avec nous, on va trouver la manière de vraiment bien placer votre argent pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de retraite. Donc, si on regardait qu'est-ce que ça donne un peu au niveau de vos revenus, comme mon collègue l'a dit, vos revenus sont appelés à augmenter simplement par le fait des nouvelles politiques gouvernementales. Donc, si on regarde les marges de profit que vous avez, qui sont en ce moment de 75% constantes pour votre exercice total, on arrive là, à des revenus d'exploitation qui sont environ 300 000 $ qui vont augmenter jusqu'à votre retraite à 677 000 $. Donc ça, c'est des revenus qui sont très, très intéressants, évidemment. Puis, ils bénéficient d'un taux d'impôt qui est beaucoup plus bas, comme on avait dit, à 19 %, ce qui vous ramène au revenu net de la société. Donc, à partir de ce moment-là, notre tâche, ça a été d'évaluer un peu c'est quoi vos besoins en ce moment de liquidité puis pour soutenir votre train de vie. Donc, avec ça, on avait les estimations que vous nous aviez données en tant que de charges sociales ainsi que d'impôts que vous payez. On est arrivé à un revenu que vous avez besoin par année qui tourne autour de 166 000 $. Donc, avec ça, on a fait quelques hypothèses, puis on est arrivé à des versements de dividendes de 230 000 $, ce qui vous permettait de garder un 13 000 $ dans la compagnie qui serait investi dans la société de placement dont j'ai fait mention plus tôt. Tout ça, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vraiment vous permettre d'avoir le revenu disponible dont vous avez besoin, mais aussi de garder beaucoup d'épargne de côté pour faire face à vos obligations à la retraite. Donc, on parle d'un 13 000 $, mais comme on voit les revenus qui augmentent, puis vos revenus augmentent plus vite que votre train de vie, ce qui est très, très intéressant pour vous. Donc, on parle des cotisations dans la société de placement qui sont croissantes jusqu'à la retraite. Donc, ce qui va vous permettre d'accumuler, on va le voir plus tard, dans un fonds de retraite très, très intéressant. Donc, sans plus tarder, on va passer à la retraite. Donc, on a séparé votre plan de retraite en trois différents paliers d'épargne. On va avoir la société de placement dont j'ai fait mention plus tôt. Vous avez déjà un REER auquel vous avez cotisé à la hauteur de 412 000 $ et un CELI dans lequel vous avez contribué à 42 000 $. Donc, qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que comme maintenant on va transférer un mode de salaire en dividende, on n'aura plus l'occasion de contribuer à un REER. Donc, le REER va simplement continuer à croître à l'aide des rendements qui sont faits dedans, donc qui va vous permettre d'atteindre un capital d'environ 1,5 million de $ à votre retraite. La société de placement, comme j'ai dit, il y a des contributions qui sont assez significatives qui vont vous permettre d'avoir accumulé un capital très, très intéressant. Donc, si on prend toutes ces considérations-là ensemble, on arrive à un avoir total à la retraite de 5 824 000 $. Donc, on parle ça semble un grand chiffre. Par contre, on a quand même des bonnes obligations à la retraite. Puis, on a une horizon de retraite qui est assez long avec 29 ans. Donc, si on veut maintenir le niveau de vie pendant une période si longue, on doit avoir quand même un avoir à la retraite assez important. Donc, c'est qu'est-ce qu'on remarque ici avec le plan qu'on vous a exposé. Donc, si on se transportait maintenant à la retraite, on a pris les hypothèses que vous nous avez fournies, comme le fait que vous alliez réduire votre train de vie à 60% de votre train de vie actuel. Donc ça nous arrive à un train de vie qui se tourne autour de 157 000 $ à la première année de retraite, qui va jusqu'à 273 000 $ à la dernière année de retraite qu'on a pris en considération. Ça, c'est en considérant un taux d'inflation de 2 %. Donc, on arrive pour faire face à ces obligations-là, donc on a principalement 3 sources de revenus.
Donc, on prend en considération les revenus de la société de placement et du REER, ainsi que le CELI. Pour vous expliquer un peu la méthode qu'on a essayé de prendre pour vous démontrer ça, c'est qu'on a pris le montant que vous aviez au départ de la retraite, on a calculé une annuité. Donc, ce qui nous a donné des montants égaux à chaque année. Donc, évidemment, au début, on a des surplus avec ces revenus-là, mais je pense que le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer un plan qui va vous permettre de prendre des décisions dans le futur. Donc, comme on voit comme je viens de le mentionner, on a dans les premières années, en retirant des montants plus élevés, on a des surplus qu'on pourra réinvestir là, si le besoin se fait sentir ou qu'on peut tout simplement laisser dans le compte REER, dans les comptes de société ou de REER. Donc ça nous permet d'avoir jusqu'à l'âge de 80 ans des surplus assez significatifs. Puis bon, comme on voit avec les calculs qu'on a faits, on a quelques manques à gagner quand on passe 84 ans, qui vont être par ailleurs plus que compensés par le fait que vous aviez des excellents surplus au début pendant presque 20 ans. Donc on est très confiant là, que vous allez pouvoir rencontrer tous vos projets de retraite. Puis que ça c'est sans considérer l'effet de capitalisation qu'on peut avoir là, sur le début là, de la retraite qui va définitivement vous avantager là, à long terme. Donc, au niveau des autres considérations que vous nous avez demandé de prendre en compte, il y a l'assurance. Donc, c'est sûr que si jamais vous décédez en ce moment, étant donné que vous avez une assurance vie de 350 000 $ et que vous désirez que votre conjoint et votre enfant gardent un train de vie égal à 80% de celui-là actuel, nous avons calculé que ce 350 000 $ d'assurance vie n'est pas assez pour couvrir cela. Aussi, avec l'assurance universelle, qu'on ajoute un autre 100 000 $, on est seulement à 450 000 $, mais c'est loin de couvrir le 1,8 million que nous avons calculé. Donc, comment nous avons calculé le 1,8 million? Vous avez pris votre coût de la vie, donc votre train de vie actuel, fois 80%, qui était ce que vous désiriez, puis moins l'hypothèque, parce que vous nous avez mentionné que si jamais vous décédiez, vous désirez payer votre maison maintenant, donc l'hypothèque n'est pas pris compte dans le coût de la vie. Nous avons mis ce train de vie, nous avons fait croître ce train de vie-là à l'inflation, puis nous l'avons ramené au temps zéro à aujourd'hui, dans le fond, avec un facteur d'actualisation de 3,34% qui vient de votre situation de 60-40, 60% actions, 40% obligations que j'ai mentionné plus haut. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'on vous conseille, c'est de prendre une assurance vie avec des primes mensuelles plus élevées pour couvrir vos obligations en cas de décès. Donc, c'est ce qui conclut l'assurance vie. Donc, pour ce qui est des autres considérations dont vous nous avez fait part, on parlait de la vente de votre chalet. Donc, la vente de votre chalet vous permettrait de faire un gain considérable, considérant le fait que, justement, vous avez payé votre chalet 10 000 $ à l'époque et que vous avez présentement une offre d'achat de 75 000 $. Donc, le gain total serait diminué par contre des frais de courtage, donc s'élèverait à 61 250 $. Votre questionnement était sur le fait comment être moins imposé sur le gain en capital réalisé. Donc, nous avons convenu qu'il était possible, par contre, de justement utiliser votre chalet en tant que résidence principale, ce qui vous permettrait justement de ne payer aucun impôt sur le gain fait. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est que vous devez inscrire dès aujourd'hui, donc dans les revenus 2015, votre résidence comme étant votre résidence principale, l'avoir habité durant l'année et en être propriétaire. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Donc, ça vous permettrait justement d'avoir un gain en capital très intéressant qui ne serait pas imposé à 50%. Ensuite, on va passer au régime régime enregistré d'épargne-études. Donc, vous nous avez aussi posé quelques questions pour votre enfant Gabriel. Donc, premièrement, avant de vous donner notre recommandation par rapport à tout ça, ce régime vous permet de faire des cotisations annuellement. Il n'y a pas de plafond maximal, donc vous pouvez mettre les cotisations que vous voulez à chaque année. Toutefois, il y a un plafond total qui s'élève à 50 000 $ pour un seul bénéficiaire. Donc, vous pourriez investir le montant que vous désirez présentement et le gouvernement verse 20%, ajoute à votre cotisation 20% en prime. Donc, c'est un régime qui est très intéressant.
et qui vous permettrait justement de mettre de l'argent de côté pour Gabriel. Toutefois, chose à considérer, c'est que ce montant n'est pas déductible d'impôt pour vous présentement et va l'être par le bénéficiaire Gabriel lors du retrait. Donc, le retrait va être imposé sur les cotisations, mais aussi sur le rendement qui va avoir été réalisé. Par contre, il faut s'assurer que Gabriel fasse des études post-secondaires. Sinon, c'est vous qui va être imposé sur ce revenu et sur ses cotisations. Donc, considérant que votre fils a 11 ans présentement et que l'entrée au cégep, qui fait partie des études postsecondaires, se trouve dans environ 5 ans, nous pensons que ce serait une bonne idée pour vous, justement, d'investir dans un régime enregistré d'épargne études, puisque les possibilités sont quand même assez fortes que votre fils entre aux études postsecondaires. Donc, ce que nous recommandons, c'est justement investir un montant de 20 000 qui viendrait du gain en capital de votre chalet dans le REI. Et ensuite, vous pourriez investir le 11 000 restant. Vous pourriez investir 11 000 dans votre CELI. Comme je vais vous expliquer dans quelques minutes, on a vu quelque chose par rapport à votre CELI, vos cotisations maximales. Et donc, par la suite, vous pourriez maximiser aussi votre REER. Donc, vous nous avez aussi mentionné que présentement, vous avez un testament qui est holographe avec votre conjoint. Vous avez toutes les deux formes de testament comme cela. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que c'est une très bonne forme de testament. C'est très simple, c'est très peu coûteux. Toutefois, il faut être certain que votre conjoint sait où se trouve votre testament et que vous sachiez où est le testament de votre conjoint. Si il y a des choses qui sont un peu ambiguës, vous pourriez pencher vers un testament notarié, mais je pense que si vous avez une bonne communication avec votre conjoint et que les bases sont solides, votre mari, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, vous pourriez rester avec votre testament actuel. Pensons maintenant au contrat de mariage. Vous avez mentionné que vous êtes marié avec votre conjoint depuis environ 11 ans, mais que vous n'aviez pas fait de contrat de mariage. Donc, vous êtes soumis au régime légal. Donc, tous les biens communs qui ont été acquis suite au mariage ou durant le mariage sont des biens communs. Donc, ils sont séparés en deux s'il y a un divorce. Séparés pour les dettes et pour les revenus professionnels. Donc, présentement, vous avez la possibilité, puisque ça fait plus que 2 ans que vous avez ce contrat avec votre mari, vous pouvez décider de changer votre état matrimonial, votre régime matrimonial, en passant devant un juge ou un notaire, mais le juge doit trouver qu'il y a un intérêt pour votre famille, un intérêt réel. Donc, c'est à votre guise, on vous le suggère si vous en avez envie, mais en fait, c'est quelque chose de très personnel. Ça serait juste à considérer au sens où s'il y a séparation, les revenus sont séparés à moitié pour les deux. Finalement, je vais terminer avec le CELI. Donc, vous nous avez mentionné cotiser au maximum du CELI à chaque année. Toutefois, il était vrai pour 2009 à 2012. Toutefois, en 2013 et 2014, les cotisations maximales pour les CELI se sont élevées à 5 500 $ et vous nous avez dit avoir cotisé pour 5 000 $ à chaque année. Donc, sur ces 2 années, vous pourriez réinvestir 1 000 $ en 2015. Et en 2015, la cotisation maximale est à 10 000 $. Donc, présentement, vous pourriez investir 11 000 $ dans votre CELI pour pouvoir le cotiser davantage. Les autres recommandations qu'on voudrait vous faire part, c'est que présentement, vous avez un solde de carte de crédit et vous avez aussi de l'argent dans un compte chèque. Donc, vous serait possible de payer votre compte de crédit avec cela pour limiter les frais d'intérêt. Donc, en conclusion, nous voudrions vous remercier de nous avoir fait confiance pour votre dossier de planification financière. Ce fut un réel plaisir d'y participer et j'espère vraiment qu'on a réussi à répondre à vos interrogations. Donc, ça, on fait un petit résumé de ce qu'on vous propose. Vos projets de retraite sont réalisables. Vous avez une belle situation financière. Il s'agit présentement de la planifier à l'instant pour pouvoir justement avoir un bel horizon de retraite. Donc, on vous recommande très fortement l'incorporation parce que justement, c'est très avantageux au niveau fiscal et c'est très courant chez les autres médecins et c'est une technique qui est très approuvée par plusieurs comptables, donc on vous le suggère fortement. On a aussi modifié votre profil d'investisseur pour que justement les rendements soient plus intéressants pour vous et vous représentent davantage. On vous recommande aussi d'investir dans le régime enregistré d'épargne études et la contraction de nouvelles assurances pour justement laisser votre famille entre bonnes mains si un décès malheureux survenait. Donc, on serait maintenant prêt à prendre vos questions. Merci. Merci. Première question que j'avais, concernant les surplus que vous aviez décelés dans la planification de la retraite,
vous l'avez fait ça linéaire, si je peux m'exprimer ici. Oui, c'est ça. Le solde, les surplus, en fait, comment vous les réinvestissez? Dans le fond, comment vous voyez ça, la situation au niveau des surplus? Au niveau des surplus, qu'est-ce qu'on voit pour vous, c'est que, dans le fond, vous avez qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour vous, selon nous, c'est de maintenir votre niveau de vie, qui va vous permettre de maintenir un train de vie intéressant. Donc, le fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, là, on prend en considération que vous retirez tout le temps le même montant. Par contre, dans les retraites de votre société d'épargne et votre REER, les montants que vous retirez sont discrétionnaires. Donc, vous retirez seulement ce dont vous avez besoin. Nous, on a posé l'hypothèse que vous retirez des montants constants parce que c'est quelque chose que plusieurs personnes décident de faire. Par contre, on voit clairement que vous aviez des surplus. Donc, qu'est-ce qu'on considère, c'est que dans le fond, vous allez prendre ce dont vous avez besoin, puis que le restant va être laissé dans les comptes qui va s'exposer à du rendement, ce qui va vous permettre justement de faire face au moment où on arrive un peu plus tard dans la période de retraite, où les obligations sont un peu plus élevées étant donné la croissance de l'inflation. Donc, on voit vraiment vos surplus laisser investir dans vos sociétés de placement et dans votre REER. Même chose pour le CELI, évidemment. J'ai une petite question sur le chalet. Quand vous me suggérez de le prendre comme une résidence principale, moi, je comprends pas trop parce que ma vraie résidence principale, c'est où est-ce qu'on habite, là, ma maison ici à Sainte-Foy avec mon fils et mon mari. Comment je peux faire mon chalet, ma résidence principale? Je peux même pas y aller l'hiver tout le temps, là, tu sais. Fait que ça, je comprenais pas tout à fait comment ça se passait. Alors, comme je vous l'ai mentionné, pour pouvoir mettre votre résidence principale, votre chalet, vous devez y alors habiter pendant l'année. Donc, peu importe la période de temps, si c'est pendant l'été, vous y avez passé un mois, c'est correct de cette façon-là. Ah, OK. Et suite à la vente, la désignation résidence principale va être transférée à votre maison à Sainte-Foy sans problème. C'est simplement dans le but de sauver de l'impôt, donc d'un point de vue fiscal, donc c'est clairement plus avantageux de cette façon. Puis comme ma maison à Sainte-Foy, elle a une valeur quand même intéressante, je peux-tu avoir deux maisons en même temps? Deux résidences principales, là, comme vous dites dans vos termes fiscaux? En fait, il est possible à chaque année de changer le terme de résidence principale d'une maison à l'autre. Donc, vous pourriez présentement rester avec votre maison à Sainte-Foy en résidence principale et dès lors, lorsque vous voudriez vendre votre chalet, vous pourriez transférer ce statut. Si le statut est dans le rapport, dans votre déclaration de revenus à l'année de la disposition du bien. OK. Puis vous avez le droit aussi à une année que vous auriez deux résidentes principales. C'est mentionné dans la loi. OK. C'est une année de grâce. Ah, bon. C'est rare que le gouvernement nous fait des cadeaux. J'ai une petite question sur quand vous me parlez de l'incorporation médicale, bon, j'ai une collègue de travail qui utilise cette forme-là, puis vous m'avez parlé de créer une fiducie. Est-ce que si je décède, c'est compliqué pour mon conjoint Richard de s'occuper de tout ça parce que lui, la partie des papiers, là, c'est vraiment pas son dada, là. Qu'est-ce qu'on va devoir? Il va y avoir des changements à faire à cause de ça? Bien, ça, c'est vraiment ces aspects légaux-là qui vont toucher plus la succession et tout. Ça va vraiment être des questions que, advenant le cas où on va procéder avec l'incorporation, c'est plus des questions qui vont être posées au notaire. Nous, évidemment, ça va être des choses qui vont être inscrites dans le testament. Quand on fait des changements de vie importants comme s'incorporer ou vendre des maisons, c'est toujours intéressant de revoir le testament pour le mettre à jour, s'assurer qu'à notre décès, les choses soient simples pour les gens qu'on laisse derrière. Donc, ça va vraiment être des questions là, auxquelles le notaire ne va pas vous aider, mais on peut vous rassurer tout de suite que personne n'aime vraiment travailler dans les papiers de manière extensive. Donc, on va s'assurer, on va travailler avec vous très très fort pour être sûr que, advenant un malheur, que votre famille ne soit pas submergée de papier et qu'elle puisse bien s'en sortir. Pour ajouter au commentaire de mon collègue, je vous avais parlé que vous aviez présentement un testament qui a été fait à la main, de gré à gré, si on veut. Advenant le cas où vous décidez de vous incorporer, peut-être qu'il serait préférable pour vous d'avoir justement un testament qui est notorié, au sens où la contestation est beaucoup moins facile au niveau légal par la suite à votre décès, puisque les choses ont été indiquées de façon très claire avec justement l'aide d'un notaire. Donc, c'est peut-être quelque chose d'avantageux si justement vous optez pour l'incorporation. Parfait. Ça complète. Merci. Merci. Oui. Merci. Bravo.